Votre magazine est préparé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour à tous. Le mois dernier, 2 fermes photovoltaïques ont été inaugurées ici au pays. On a donc décidé aujourd'hui de se rendre dans l'une d'entre elles pour comprendre comment elles fonctionnent, mais aussi quel est leur potentiel. Nous nous trouvons donc aujourd'hui ici à Boulou-Paris, au milieu de la plus grande ferme photovoltaïque, la plus grande ferme solaire du pays. Dans 2 ans, 10 nouveaux projets verront le jour, ce qui multipliera par 3 notre production d'énergie solaire ici en Nouvelle-Calédonie. On en parle tout de suite avec notre invité. Alors Monsieur Cédric André, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre ferme photovoltaïque. On rappelle à nos chers téléspectateurs que c'est la plus grande ferme solaire du pays et qu'elle a été inaugurée il y a à peine quelques semaines. Exactement. Alors en quelques mots, Quadrant c'est quoi? Alors Quadrant, on est producteur d'électricité. On produit de l'électricité à partir de moyens de production renouvelables. On fait des centrales solaires, des fermes éoliennes, des centrales hydroélectriques et du biogaz. Okay. Et une ferme photovoltaïque comme celle-ci ici à Boulou-Paris, comment ça fonctionne? Ça fonctionne assez simplement en fait. On récupère l'énergie du soleil pour produire de l'électricité. Vous le disiez tout à l'heure, on est ici sur la plus grande ferme solaire du territoire. On est sur une zone qui fait un peu plus de 17 hectares clôturés. On a un peu plus de 43 000 panneaux qui sont installés. Et ces 43 000 panneaux vont produire tous les ans à peu près l'équivalent de la consommation de 5 000 foyers calédoniens. Ok, donc 5 000 foyers calédoniens. Vous l'avez dit, vous êtes producteur et revendeur de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Donc à qui vous revendez cette électricité-là? On revend cette électricité à Enercal en tant que gestionnaire du système de transport d'électricité en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que pour produire cette électricité, on a besoin d'autorisations qui sont délivrées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et le tarif auquel on revend notre électricité est lui aussi agréé par les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie. Okay. Alors en termes d'investissement, combien ça vous a coûté à Quadrant une telle ferme solaire? Alors on est sur une centrale qui fait un peu moins de 12 MW crête, c'est pas forcément très parlant, mais ça représente un investissement d'environ 2,5 milliards de francs pacifiques. Alors vous revendez, vous nous l'avez dit, à Enercal le kilowatt à 16,5 francs. En combien de temps vous allez pouvoir amortir vos investissements? Alors on est sur des investissements qui sont des investissements très long terme. On le disait, 2,5 milliards, c'est quand même assez important. Avant de revenir à votre question, je voudrais juste ajouter que sur ces 2,5 milliards, c'est un investissement qui est entièrement porté par Quadrant. On n'a plus besoin de faire appel à des dispositifs de défiscalisation ou de subvention pour être capable de revendre notre électricité à un prix qui est intéressant pour le système électrique. Parce que racheter l'électricité 16,50 francs, c'est intéressant pour le système électrique. On est sur un prix qui est compétitif par rapport aux autres moyens de production qu'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie et on a aussi la spécificité d'avoir un tarif qui est fixé sur 20 ans ou 25 ans. Donc ça veut dire que ce tarif-là, il va évoluer en fonction de différents indices liés à l'inflation, mais du coup ce tarif-là va être fixé sur 20 ans ou 25 ans. Et donc pour revenir à votre question, on a besoin de ces 20 ans ou 25 ans de contrat pour rentabiliser un investissement de ce type. Parce qu'il nous faut de la durée, c'est un très gros investissement et il nous faut une certaine durée pour être capable de le rentabiliser tout en vendant cette électricité à un prix intéressant pour la Nouvelle-Calédonie. Okay. Pour qu'on ait une idée avec nos téléspectateurs, en une année par exemple, combien cette ferme solaire va vous rapporter? En une année, on va être aux alentours de 250 millions de francs de chiffre d'affaires lié à la vente d'électricité pour cette centrale-là. Okay. Alors ici en Nouvelle-Calédonie, la part de l'énergie solaire en termes de production d'électricité, ça représente combien? Alors pour l'instant, c'est encore très faible parce que jusqu'à présent, on avait assez peu de moyens de production d'électricité d'origine solaire qui étaient installés en Nouvelle-Calédonie. On vient de mettre en service cette ferme qui fait un peu moins de 12 mégas, ce que je disais tout à l'heure. On en a mis en service une autre à Temala qui fait 3 mégawatts, ça fait 15 mégas. Pour juste vous donner des ordres de grandeur, jusqu'à présent, avant ces deux fermes-là, il y avait 7 mégas qui étaient installés en Nouvelle-Calédonie. Donc avec ces 15 mégas en
plus, déjà, on vient de tripler la puissance installée de centrales solaires en Nouvelle-Calédonie. Et on est maintenant, ces 22 MW installés permettent de produire l'équivalent de la consommation de 10 000 foyers calédoniens. Donc ça reste encore assez faible dans la part de consommation d'électricité globale en Nouvelle-Calédonie. On a justement quelques chiffres à partager. On parle ici en Nouvelle-Calédonie, la part de l'énergie solaire, c'est à peu près 16%. Alors pas de solaire, ça, le 16% c'est de renouvelable. Ouais. Okay. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on on fait en Nouvelle-Calédonie du renouvelable depuis de nombreuses années et de très nombreuses années avec le barrage hydroélectrique de Yaté. Et effectivement, quand on parle de ces 16% qui dépendent un peu des années, ça dépend. Ces 16% sont en grande partie assurés par la centrale hydroélectrique de Yaté qui elle fournit beaucoup d'électricité pour la distribution. C'est vrai, c'est bien ça, c'est 16% d'énergie renouvelable exactement. Et 1,93% pour la part. Et là, c'est beaucoup plus faible, solaire, effectivement, pour le solaire. Ouais. Et en termes de coût, est-ce que le solaire, comment il se situe par rapport aux autres énergies renouvelables? Est-ce que ça coûte plus cher que l'hydroélectrique ou que les éoliennes? Alors justement, là, la grande nouveauté qui est arrivée petit à petit, mais c'est qu'on sait maintenant produire à partir de centrales solaires une électricité très bon marché. Là, on est à 16,50 francs. Sur les dernières autorisations qui ont été délivrées par le gouvernement, on descend en dessous des 14 francs du kilowattheure. Et là, quand on parle de ces prix-là, sans aucune aide, bien évidemment, sans défiscalisation, sans subvention, on est inférieur au coût de production de nouveaux de moyens de production thermique. Une centrale diesel, une centrale fuel, une centrale gaz maintenant, comparée, si elles aussi sont réalisées sans défiscalisation, le solaire produit moins cher que ces moyens de production-là. Donc on est maintenant effectivement capable de produire une électricité à un coût très bon marché, avec du solaire sans aucune aide. Et ça, c'est la grande nouveauté. Et c'est lié à un phénomène qui est très simple, c'est que dans le monde, la production de panneaux solaires a explosé parce qu'on en installe de plus en plus. Et en explosant, on a divisé par plus de 5 en 10 ans le prix d'un panneau solaire. Et ce qui nous amène maintenant à être capable de construire des centrales à un coût faible et donc d'être capable de produire une électricité à un coût qui lui aussi devient très faible. Donc on le comprend bien, l'électricité via le solaire est appelée à encore plus se développer. Alors je vous propose justement qu'on regarde ensemble un reportage qui a été tourné par Ismaël Ouakasséou du côté de Koné. Alors le thème du reportage, c'est l'entreprise passe au solaire. Donc c'est les entreprises qui ont décidé d'investir dans l'énergie solaire pour leur propre consommation et puis après peut-être pour la revente à d'autres producteurs comme Enercal, comme vous le faites déjà. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. J'ai monté cette société il y a 3 ans sur Bako, sur la zone d'activité de Bako. Donc on produit 1800 repas pour les écoles et le collège de Tieta. On a aussi également un service de gamelle où on produit 200 repas pour les particuliers de la zone VKP et les entreprises sur Wabuto. La première année, tout s'est bien passé parce qu'on n'avait que 900, entre 8 et 900 repas. Après la deuxième année, on a dû s'agrandir, donc on a augmenté notre stockage en froid, on a rajouté une chambre froide. Et là, les problèmes ont commencé avec des coupures régulières, le compteur qui sautait régulièrement. Donc on a été obligé rapidement de tourner sur un groupe électrogène tous les matins, de 10h à 17h du lundi au vendredi. On consomme donc à l'heure actuelle aux alentours de 275 000 à 300 000 francs d'électricité par mois. Donc on tourne sur le groupe parce que les mois de janvier où il n'y a pas beaucoup d'activité parce qu'on fait très peu de repas. Donc là on tourne essentiellement sur Enercal. Là, donc on a entre 250 et 300 000 francs d'électricité par mois. Et quand on met le groupe, on a 50 000 francs en moins, mais 70 000 francs de gasoil en plus.
C'est dès qu'on met en marche la planche, qui est la plus grosse consommatrice d'énergie, fait sauter le compteur. Donc au lieu de, on a essayé les premiers temps de à chaque fois remettre le compteur en marche, mais on a grillé nos cartes électroniques, etc. Donc maintenant on l'arrête une fois, on met le groupe. Oui, on allume une fois que ça chauffe pendant une demi-heure et après on remet on charge les bacs et on met en marche et ça tombe pendant 5 minutes le temps que ça lave la base au chaud. Et après, dès que ça se termine, voilà, il y a un moment où ça se termine, là ça reste. Et après on enlève et on remet en marche tourner. Donc on fait au moins 5 tournées dans la journée, 5-6 tournées. Dernier arrivage des bacs, c'est à 13h. Donc on refait encore une autre tournée, 6-7. 7 fois par jour? Ouais, par jour. Donc ça c'est les vaisselles des écoles scolaires. Et après quand ça sera fini, ben voilà, ce sera nos vaisselles à nous, du personnel. Et vers la dernière journée, c'est ceux des traiteurs. Vers après, 14h, chacun fait sa vaisselle. Et du coup, la machine, elle est beaucoup... Oui, elle est beaucoup sollicitée dans la journée. On a reçu nos factures de carburant, il fallait vite qu'on cherche une autre solution. Donc on s'est tourné vers Nercal pour augmenter la puissance du groupe, donc ils nous ont fait un devis, etc. On s'est tourné aussi donc, vers l'énergie renouvelable, le photovoltaïque notamment. Et il nous a paru plus opportun d'utiliser le photovoltaïque. On n'aura plus de coupure de compteur et on aura même pendant les périodes où il n'y a pas d'activité, donc le week-end et certaines vacances, parce qu'on travaille aussi en vacances, mais même de la revente vers un Nercal d'électricité. Voilà, donc là on est dans la partie électrique, l'installation photovoltaïque. Tous ces éléments qui sont là, leur utilité c'est de transformer le signal qui est envoyé par les panneaux solaires en un signal exploitable pour l'entreprise, pour le tableau électrique. Donc en fait les panneaux solaires, eux, envoient un signal continu qui est transformé en signal alternatif par des onduleurs et qui sont ensuite envoyés dans les tableaux avec les protections électriques pour l'utilisation et la consommation dans l'entreprise. Nous avons dans cette installation en plus un stockage d'énergie sous forme de batterie. Et ça, ce sont des onduleurs qui vont exploiter l'énergie et gérer la charge et la décharge des batteries pour pouvoir soit stocker l'énergie, soit la remettre sur le réseau lorsque l'entreprise a besoin ponctuellement d'énergie, en plus de celle qui est délivrée par les panneaux photovoltaïques. L'avantage du photovoltaïque, c'est que c'est un apport d'énergie et lorsqu'on n'en a pas besoin, on peut le revendre. Donc c'est un double intérêt, je dirais. Bon, bien sûr, le fait de produire vert, c'est aussi un intérêt énorme, bien entendu. Mais ça, c'est un point important parce que dans une entreprise, par exemple, ça permet à l'entreprise d'amortir une partie de son investissement, mais surtout de pouvoir investir et d'utiliser cet argent. Donc l'investissement des panneaux solaires représente 10 millions. Donc il y a les panneaux, il y a les onduleurs et des batteries. Parce que j'ai fait le choix d'acquérir aussi des batteries pour lisser le courant et absorber les pics de consommation. On est passé à un cap à partir du moment où l'énergie, on peut la revendre. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu un développement technologique énorme et maintenant on a des équipements qui sont très performants. Aller vers le photovoltaïque, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi aller vers demain. L'investissement qu'on fait maintenant va servir demain. Si jamais on ne le fait pas maintenant, on le fera demain, mais on aura perdu un peu de temps. Dès maintenant, c'est rentable. Dès maintenant, c'est intéressant. Il ne faut pas hésiter à se renseigner. C'est vraiment un gain. C'est comme, si vous voulez, vous payez pour quelque chose qui ne vous appartiendra jamais. Là, le photovoltaïque, ça vous appartient. C'est votre propre énergie que vous produisez et vous en avez pour plus de 25 ans.
Alors, Monsieur André, peut-être une réaction par rapport à ce que vous venez de voir à travers ce reportage d'Ismaël Ouakassou? On voit bien dans ce reportage qu'on est effectivement, enfin, comme je le disais tout à l'heure, capable d'apporter des solutions concrètes qui fonctionnent techniquement et à un coût intéressant maintenant pour répondre à divers problèmes liés à la consommation d'électricité et notamment en Nouvelle-Calédonie. Depuis quand nos entreprises, nos sociétés calédoniennes peuvent elles aussi revendre leur électricité? Alors il y a eu divers dispositifs qui ont été mis en place pour promouvoir effectivement l'électricité solaire en Nouvelle-Calédonie. Ça a commencé au 1er décembre 2015 avec un premier arrêté qui permettait à des particuliers d'installer des panneaux solaires sur leur toit, de consommer un maximum de l'électricité qui était produite par leurs panneaux et de renvoyer sur le réseau le surplus. Ce surplus est racheté 21 francs le kilowattheure. Le dispositif a ensuite été étendu en début d'année 2016, en avril il me semble, aux professionnels raccordés en basse tension, comme on le voit dans le reportage qu'on a vu, et aux collectivités, et il devrait ensuite très prochainement être étendu même à toutes les entreprises raccordées au réseau. Donc voilà, on a maintenant ces dispositifs qui ont été mis en place qui permettent d'installer des panneaux solaires sur son toit, d'autoconsommer un maximum de cette électricité, et on a maintenant un tarif pour revendre l'électricité qu'on va produire à des moments où on ne la consommera pas en totalité et donc elle repartira sur le réseau. Alors on l'a dit tout à l'heure en entamant notre émission, on a assisté en un mois à deux inaugurations de grands projets comme celui-ci ici à Boulou-Paris. On parle aussi de 10 projets d'envergure dans le domaine du photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie. Comment on peut expliquer un tel boom ? Alors le boom, il est très très simple, hein. Il est lié à la capacité qu'on a maintenant de proposer un kilowattheure intéressant au réseau électrique. C'est tout simplement ça, il est lié à ça. Alors c'est vrai que là, on a mis en service deux centrales solaires au cours du mois dernier. Ça nous permet de tripler la production solaire sur la Grande Terre. Et après, on a du coup maintenant 10 nouvelles centrales qui ont été autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en avril, donc le mois dernier. Et ces 10 nouvelles centrales vont permettre, elles aussi, d'ajouter 57 nouveaux mégawatts crête en plus des 22 qu'on a actuellement en place. Donc on va encore tripler la puissance installée. Okay. Alors, dans 2 ans à peu près, la Nouvelle-Calédonie pourra produire près de 79 mégawatts crête. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mégawatt crête ? Alors tout simplement, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément très parlant. On parle de puissance crête pour évaluer la puissance d'un panneau solaire. On parle de un watt crête, c'est le watt crête, c'est l'énergie que produit un panneau quand il est sous 1000 watts par mètre carré de rayonnement et à 25 degrés. C'est en gros la puissance maximum d'un panneau. Donc quand on parle d'une centrale comme celle-ci qui fait 12 mégawatts crête, c'est la puissance maximale que peuvent fournir les panneaux qui sont installés sur cette centrale. Alors 79 mégawatts crête, c'est ce qui est nécessaire pour alimenter à peu près 35 000 foyers calédoniens, c'est ça ? C'est ça. Ici au pays, tout à l'heure on énumérait un petit peu le nombre de projets en cours. Ce n'est pas des projets propres à Quadron. Non, j'aimerais bien. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'aimerais vous parler de la grave entreprise Synergie. Je voudrais que vous nous en dites quelques mots. C'est quoi l'intérêt pour vous, pour le pays, d'avoir de tels organismes, de tels outils ? Alors l'intérêt pour le pays déjà, c'est d'avoir des professionnels qui sont capables de se rassembler, parler d'une même voix et être un interlocuteur privilégié des différentes institutions pour faire évoluer la réglementation, pour travailler sur la formation, pour travailler sur différentes choses. C'est ça le but d'une grappe, c'est d'être capable, nous professionnels, parfois même concurrents, de tous se mettre autour d'une table pour faire avancer notre filière. Le but d'une grappe, c'est vraiment de travailler sur la filière et de la faire avancer. Je voulais aussi que vous nous parliez un petit peu de la différence entre ce que vous avez comme ferme solaire ici et ce qui est proposé notamment du côté de la province Nord. Déjà en termes d'espace, en termes de terrain, de propriété, c'est différent avec les espaces coutumiers. On peut avoir effectivement des choses un peu différentes et l'exemple typique, c'est les 2 centrales solaires qu'on vient de mettre en service. On est ici à Boulou-Paris sur un terrain privé qu'on a même acheté pour pouvoir construire cette centrale-là. L'autre centrale qui a été mise en service il y a peu de temps est-elle en province Nord, effectivement, à Vaud, du côté de Témala, et celle-ci a pu être mise en place sur du foncier coutumier.
Donc on est aussi capable d'apporter et de construire de tels investissements sur des fonciers coutumiers avec toutes les différences que ça implique, notamment et très principalement des différences juridiques. Mais pour autant, on est capable d'aller chercher des banques qui nous suivent pour investir sur des centrales solaires sur foncier coutumier. Et la grosse différence aussi, c'est que sur ce type de foncier, on essaye au maximum de travailler avec les gens qui ont le lien à la terre. Et à Témala, par exemple, on a 3 GDPL, le GDPL propriétaire du terrain, 2 GDPL qui ont un lien avec ce terrain aussi, qui rentrent à nos côtés dans la société de projet et qui sont actionnaires à nos côtés dans le projet. Et donc auront les mêmes retombées qu'on aura de ce projet-là. Donc on a vraiment une notion de partenariat et de valorisation commune de ce foncier-là. Ok, donc, alors les bénéfices ils sont regroupés autour de ce foncier avec la location et puis aussi les dividendes. Exactement, les dividendes en étant actionnaire à nos côtés dans le projet. Exactement. Donc, les 10 projets d'envergure dont on a parlé tout à l'heure, ils vont être comment ils vont être dispatchés, ils vont se situer où? Alors on en a à peu près tout le long de la côte ouest. Si on veut faire un découpage assez grossier de la Nouvelle-Calédonie en termes de production renouvelable, on va dire que sur la côte ouest on fait du solaire, on a des grandes plaines, on a du soleil. Dans le sud on a plutôt du vent, on fait de l'éolien, c'est ce qu'on voit déjà actuellement. Hein. Et sur la côte est, on a un peu plus d'eau et on fait des centrales hydroélectriques. Donc c'est pas toujours vrai, mais globalement c'est un découpage qu'on peut imaginer. Et sur ces 10 projets-là, on est clairement là-dessus. On a des projets qui vont de Païta jusqu'à Koumak. Donc on est vraiment tout le long de la côte ouest avec des projets qui sont pas tous de la même manière. Alors on n'a pas tous construits de la même manière. Sur ces 10 projets, on va avoir 6 projets qui sont des projets similaires à celui qui nous entoure ici aujourd'hui, où on fait du solaire simple, sans stockage, et où on revend l'électricité directement au réseau. Et là, on a des tarifs qui sont très intéressants. Et là, on est aux alentours des 14 francs que j'évoquais tout à l'heure du kilowattheure. En plus de ça, on a 2 projets un peu plus particuliers qui, eux, sont faits sur des serres. L'idée, c'est de faire de l'agriculture en dessous de panneaux solaires en faisant des serres photovoltaïques. Et on a 2 projets qui, eux, sont encore plus innovants et montrent que finalement, le futur, c'est déjà aujourd'hui. On a 2 projets qui vont être des grandes centrales solaires, comme celle-ci, voire même plus grandes, et qui, celles-ci, vont être réalisées avec des moyens de stockage d'électricité. Alors, ici au pays, on peut dire que le photovoltaïque se démocratise, de plus en plus de particuliers aussi s'y mettent. Est-ce qu'on peut penser que je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça, c'est dû notamment à cause de la baisse des coûts. On sait que d'après les témoignages qu'on a recueillis, on nous dit que les batteries coûtent assez cher. C'est ça un des plus gros investissements. Alors, avant les batteries, juste revenir sur, effectivement pour les particuliers c'est intéressant et c'est lié à la baisse des coûts et au dispositif qui a été mis en place. On a en 2016 un peu plus de 200 particuliers qui ont fait le choix d'installer des panneaux solaires sur leur toit. Et ça va continuer et la machine est en marche. Pour les batteries, effectivement pour l'instant, et c'est de moins en moins vrai au moment où je vous le dis, les batteries ont encore un coût important et viennent surenchérir le coût d'une centrale solaire. Pour autant, ces coûts sont aussi en train de diminuer de manière très forte et on imagine même voir des baisses de coûts similaires à ce qu'on a pu vivre pour les panneaux solaires. Et avec ça, on va bientôt être capable du coup de faire du solaire avec du stockage à un coût qui lui aussi sera très intéressant. C'est déjà plus ou moins le cas, ça va l'être de plus en plus dans le futur. Alors Monsieur André, je vous propose qu'on se rende ensemble du côté de la conception où on a rencontré des particuliers qui ont fait le choix de l'énergie solaire, de l'électricité via l'énergie solaire. Donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble. C'est parti. Ici, nous sommes dans la vallée de Tiati, sur les hauteurs de la tribu de la Conception. Le réseau d'eau et d'électricité publique ne dessert pas encore ce lieu. Il y a 6 ans, un groupe familial a décidé d'investir dans l'énergie renouvelable, notamment via l'électricité à base de l'énergie solaire. C'est chez le vieux Théodore que les 13 panneaux solaires et l'ensemble du système électrique a été installé. Un système qui alimente 3 foyers. La gestion de tout ce stock-là est fait par cette unité-là, Saint-Luboy. Saint-Luboy, donc ça a été donné par un concessionnaire d'ici. Donc ici, vous avez la puissance d'aujourd'hui, là, ça arrive du soleil. Donc ici, il n'y a pas trop de soleil, donc on a à peu près 200. C'est à partir de 400. 200, c'est pour la maison. Donc avec 200, ça alimente les maisons, ça alimente toutes les autres maisons qui sont où, là. Et quand ça arrive à plus de 400, ça descend dans les batteries. Mais souvent, ça monte jusqu'à 2000.
Donc ici, on a le master. C'est lui qui commande tout, mais il commande aussi la maison d'ici. Après, on a les deux autres compteurs là. Celui-là, c'est pour les maisons du fond, qui sont à peu près 200 mètres au fond. J'envoie le courant par la ligne électrique, ça monte jusque là-bas. Et celui-là, ça va dans une petite usine de salade là-bas. La maison du vieux Théodore est tout équipée, mais pour gérer au mieux sa consommation d'énergie, il préconise des appareils de basse consommation. Cette autosuffisance en électricité permet des économies d'argent considérables. Ça fait 5-6 ans qu'on ne paye pas de courant, quoi. Donc si on fait le calcul, une maison comme ça, elle doit consommer à peu près, si c'est énercal, c'est quelque chose comme 28 000, 30 000 francs de courant. Donc là, tu multiplies par 50, le calcul est là. La douzaine d'habitants de Tchati bénéficient d'un système hybride. Ils puisent aussi une partie de leur électricité via une turbine placée dans un cours d'eau traversant la vallée. Cet ensemble électrique a coûté environ 10 millions de francs CFP. Mais ces familles ont couvert à peu près 2 500 000 francs. Le reste fut pris en charge par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et quelques fondations. En 6 ans, chacun de ces 3 foyers a économisé plus de 2 millions de francs. Pour ces personnes, cet outil, c'est d'abord un choix de vie, un militantisme écologique qui a tout naturellement ses contraintes. Ah, quand tu fais ce choix-là, c'est comme si tu as un autre enfant à la maison, quoi. Parce qu'il faut toujours venir, faire attention, le soleil, comment c'est, tout ça. Bien gérer, parce qu'il faut tenir, quoi. C'est pas, par exemple, dans ces temps-là où tu as 5-6 jours, il n'y a pas de soleil, donc tu es obligé de gérer le stock. Faire attention un peu à la consommation, éteindre les lumières et tout ça. Donc c'est un style de vie, quoi. Il faut choisir, parce qu'il y a quand même quelques petites contraintes, quoi. Mais bon, on a tout, hein. On a le téléphone, on a tout, quoi. Par exemple, il y a des moments comme ça, il ne faut pas faire démarrer les machines à laver. Et gérer le congélateur aussi, parce que c'est des grands consommateurs d'énergie. Ces familles sont complètement indépendants en eau et en électricité. Ils doivent donc se charger eux-mêmes des entretiens réguliers, mais aussi ponctuels, comme ceux occasionnés par le passage d'un cyclone. Ce n'est pas des contraintes où tous les jours il faut être dessus. C'est-à-dire qu'il y a des étapes tous les 3 mois. On sait qu'on fait un petit point sur l'eau des batteries. On sait qu'on va regarder voir s'il y a encore de la graisse dans la turbine. Regarder si les panneaux solaires ne sont pas trop sales. Même regarder visuellement aussi le câblage. Le câblage, voir s'il n'y a pas des rats qui ont attaqué ou des trucs comme ça. Donc, mais ce n'est pas tous les jours qu'il faut être dessus. Là, par exemple, ce poteau-là, celui-là, il a pété pendant le cyclone Cook. Il a pété, donc voilà celui qui est par terre là. Donc là, quand c'est comme ça, on ne peut pas appeler NEC, on ne peut pas appeler NEACAL, parce que nous, on est une ligne complètement autonome. Donc le poteau, il est tombé, puis la ligne, elle pendait ici. On a dû rechercher un poteau, replacer, rechoper la ligne, retendre là-haut, refixer. Donc ça fait partie des travaux de... Voilà, maintenant, c'est un peu général quand il y a des casses quelque part, quoi. Pour Reza, ce système d'utilisation communautaire de ces ressources énergétiques naturelles est complètement adapté à notre mode de vie basé sur le partage, à notre mode de gestion ancestrale des ressources et à notre éducation qui commence tout d'abord à la maison. La consommation, elle est tout de suite partagée. Après, il n'y a pas des compteurs par maison. Une fois que tu as tué ton quota, tu n'as plus, puis il faut attendre que ça se recharge. C'est que tout est mis à disposition des 3 habitations, quoi. Ce qui fait que nous, on a appris aussi à se gérer collectivement. On fait attention aussi entre nous. Mais ce qui permet aussi forcément de se parler aussi. De se parler, comment est-ce que toi tu as consommé, est-ce que tu as tiré plus la nuit dernière, ou bien quand tu sais que tu vas avoir des travaux à la maison que tu vas consommer, tu préviens aussi les 2 autres. Il faut savoir utiliser uniquement ce que tu as besoin. Ce que tu n'as plus besoin, quand tu n'as plus besoin de la lumière pour sortir de la pièce, tu éteins, tu n'as plus besoin de lumière. Donc c'est cette éducation-là qu'on transmet aussi à nos enfants, mais c'est aussi une éducation que nous, on a hérité aussi des vieux à nous. Parce que les façons de pêcher, les façons de travailler au champ, les façons de gérer, quand il n'y avait pas encore l'électricité et puis l'eau, les vieux, ils l'avaient déjà. Alors, M. Randré, peut-être une réaction par rapport à ce qu'on vient de voir à travers ce reportage, par exemple, sur le thème des batteries. On l'a vu, ils nous le disent, ces particuliers-là vont changer les batteries à peu près toutes les 15 ans. On en fait quoi de ces batteries ? Alors effectivement sur les batteries, on va les changer alors à un rythme qui va un peu dépendre de ce qu'on va leur demander de faire et comment on va les solliciter en fonction d'installations comme ça pour des particuliers qui ont besoin de stocker de l'électricité pour la redonner le soir voire la nuit et les moyens de stockage comme on va utiliser sur des grandes centrales solaires comme on l'évoquait tout à l'heure. Les durées de vie ne vont pas être exactement les mêmes et vont aller de 8 à 15 ans effectivement en
fonction de ce qu'on va en faire. Et après, une fois qu'effectivement on ne sait plus quoi en faire, malheureusement, comme beaucoup de choses ici, on n'a pas forcément, et on a les filières de recyclage ici, et donc ça va repartir comme c'est venu dans des containers pour être recyclé dans des zones où les filières existent. Et des panneaux photovoltaïques comme on a autour de nous, là, comme celui-là derrière moi, la durée de vie c'est combien de temps et sur la durée de vie d'un panneau, ça effectivement c'est une très bonne question. On a des panneaux qui sont là pour durer de très nombreuses années. Un panneau solaire, les bons fabricants maintenant nous garantissent qu'au bout de 25 ans, ils feront encore 80% de leur puissance initiale. Donc ça veut dire que dans 25 ans, le panneau, certes il produira 20% de moins, mais il continuera quand même à produire 80% de sa puissance initiale. Donc il y a de grandes chances que soit il soit réutilisé pour un autre usage, parce que la centrale solaire, on a des obligations de démantèlement, parce que pas mal de choses, parce qu'on profitera très certainement du site pour refaire mieux, parce que dans 25 ans on saura faire encore mieux. Mais les panneaux, eux, ne partiront pas forcément en recyclage. Ils auront très certainement une deuxième vie, parce qu'il leur restera pas mal de puissance disponible. Et quand ils arriveront quand même en fin de vie, sur des panneaux comme on a autour de nous, on est sur des panneaux où il n'y a pas de matière dangereuse, où une très très grande partie du panneau se recycle. On le voit très bien, on a un cadre en aluminium qui fait le tour du panneau, l'aluminium ça se recycle, on a une vitre en verre sur le dessus du panneau pour le protéger, le verre aussi, les filières de recyclage existent. Les cellules, la partie bleue qu'on voit là, c'est du silicium. Là aussi, il existe des filières de recyclage complètes. Et après, on a un peu de plastique, on a de la connectique, on a un peu de cuivre, on a diverses choses. Mais une grosse partie du panneau se recycle. Alors là encore, pas ici, mais ça se recycle. Et il existe des filières qui sont mises en place et qui commencent à se développer de manière très forte, et notamment en France. Alors, on l'a dit tout à l'heure, je rappelle quelques chiffres pour nos chers téléspectateurs. La production totale d'énergie, enfin plutôt la part de l'énergie renouvelable dans la production d'énergie et la consommation ici en Nouvelle-Calédonie, c'est 16% pour l'énergie renouvelable et 1,93% pour le solaire. Par contre, quand on regarde un petit peu ce qui nous est proposé via le schéma de transition énergétique voté par le Congrès en juin 2016, l'objectif c'est 100% d'énergie renouvelable dans la distribution publique d'ici 2030. Vous en pensez quoi ? Alors, effectivement, il y a du boulot, c'est clair. Alors, quand on parle, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, quand on parle de 100% de la distribution publique, c'est 100% de la consommation d'électricité en Nouvelle-Calédonie, hors métallurgie. Donc, c'est hors les 3 grandes usines métallurgiques. Et ce 100%-là, à l'horizon 2030, il est clairement atteignable. Effectivement, pour l'instant, les chiffres sont plutôt faibles, mais on le voit, il y a 10 nouvelles centrales solaires qui vont sortir de terre, on va augmenter ces chiffres-là. Il n'y aura pas que du solaire, il va aussi y avoir un petit peu d'éolien, de l'hydroélectricité. On aura besoin de tous ces moyens de production pour atteindre le 100% renouvelable. Mais on voit on est de plus en plus capable de faire du renouvelable et notamment du solaire à des prix intéressants, qu'on saura bientôt faire du solaire avec du stockage à un prix encore plus intéressant. Et ce moyen de production-là sera d'autant plus intéressant qu'il est encore plus simple à insérer dans un réseau, puisque ça devient quasiment un moyen de production classique comme un moyen thermique. Et donc tout ça va nous permettre d'atteindre ces 100% de renouvelables à l'horizon 2030 assez facilement. Okay. Alors, on a beaucoup parlé de l'impact économique, des avantages économiques que le solaire ça représente, mais en termes d'empreinte carbone, c'est aussi considérable ce qu'on est en train de réaliser ici en Nouvelle-Calédonie. Ah là, on est en train de... il faut savoir qu'en gros, 1 kWh produit en Calédonie, c'est pas loin d'1 kg de CO2 émis. Donc à chaque fois qu'on met en place ce type de centrale-là, chaque kilowattheure qu'on produit à partir de solaire, c'est 1 kg de CO2 en moins qu'on envoie dans l'atmosphère en Nouvelle-Calédonie. Et là, effectivement, on est en train de gagner tous les jours des tonnes de CO2 en faisant tourner ces centrales-là. Alors, Monsieur André, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie pour toutes les informations que vous avez partagées avec moi, avec nos chers téléspectateurs. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Au cœur de l'économie.